d'Elbe est située au large de la Toscane, au cœur d'un archipel. À l'aube, l'ascension du mont Capanne a de quoi couper le souffle. Francesca Giannini est biologiste. Elle travaille pour le parc national de l'archipel qui protège les 7 îles toscanes. Ce que j'apprécie le plus ici, c'est la diversité du paysage. On passe de la montagne à la mer. Sur le mont Capanne, on a l'impression d'être dans les Alpes. Sauf qu'en plus, en contrebas, il y a la mer. Je suis une fille de la mer, je ne pourrais pas m'en passer. Troisième île de l'Italie par la taille après la Sardaigne et la Sicile, l'île d'Elbe est aussi la plus connue de l'archipel toscan. Un paradis pour les amoureux de la nature et les amateurs de baignade. Quand j'étais petit, je venais jouer sur cette plage avec mes frères et j'admirais beaucoup le maître nageur. Pour moi, c'était le héros de la plage. Et je me disais qu'un jour, moi aussi, je deviendrais maître nageur. Et aujourd'hui, je m'occupe de cette plage. Et le maître nageur, c'est moi. C'est à Fetovaia, dans l'une des plus belles baies de l'île, que se niche la plage de Silvio Beneforti. Tous les matins, il installe une centaine de chaises longues et près de 50 parasols. En 3 mois, j'ai perdu 7 kilos. Je parcours plusieurs kilomètres à pied chaque jour. Et je travaille tous les jours pendant 5 mois sans une seule journée de relâche. On pourrait croire que c'est un travail peu fatigant comparé à celui d'un ouvrier dans les carrières, par exemple. Mais les carrières ferment le samedi et le dimanche. Ici, on ne s'arrête jamais. Silvio ne travaille sur la plage qu'en été. L'hiver, il aide son frère à la carrière. Pour Gianni Beneforti, travailler dur est une question d'honneur. Cela fait des générations que sa famille exploite le granit d'Elbe, la pierre qui a été utilisée pour ériger les colonnes du Panthéon à Rome. Quand j'extrais un bloc de pierre, j'ai toujours en tête ce que je compte en faire plus tard. J'ai toujours peur que la pierre ne se brise. Ça peut arriver avec un très vieux granit. Il faut toujours rester extrêmement concentré. La carrière des Beneforti est la dernière encore en exploitation sur l'île.
À la fin de la journée, Gianni prend son vélo accompagné de ses enfants et de son père. Le cyclisme est le sport préféré de nombreux insulaires. Et pour Gianni, il n'y a rien de tel pour se détendre après une rude journée de travail. Francesca est biologiste. Avec son équipe, elle met le cap sur l'île voisine de Monte Cristo. Cette île qui a inspiré Alexandre Dumas pour son roman Le Comte de Monte Cristo est la plus protégée d'Italie et la plus déserte de l'archipel. Ciao Francesca, come stai? Ciao. Grazie dei giornali. Giorgio Marciai et sa femme, les gardiens des lieux, sont les seuls à vivre et à travailler sur Monte Cristo. Les deux biologistes veulent se rendre sur une ruine légendaire perchée à 300 mètres d'altitude. Il faut compter une bonne heure de marche pour l'atteindre. Pour moi, Monte Cristo est unique en Méditerranée. C'est une île isolée et protégée comme aucune autre, et ce depuis très longtemps. Elle est restée quasiment la même qu'à l'époque où elle était habitée par des moines. Ici, au XVIe siècle, des moines ont bâti une abbaye. Ils y auraient caché un trésor, une légende qu'Alexandre Dumas a aussi relatée dans son roman. Mais à ce jour, le trésor n'a toujours pas été retrouvé. Regarde un peu cette vue. On a l'impression d'être coupé du reste du monde. On se sent presque dans la peau des derniers survivants de l'humanité. Tu t'imagines vivre ici? Tu es en train de faire la cuisine et il te manque quelque chose. Exactement. S'il manque quelque chose, il faut attendre 15 jours. Tu passes un coup de fil et « Oui, il manque ceci, vous pouvez me l'apporter ?» Sans compter que la baignade est interdite sur l'île. Toutes les 2 semaines, Giorgio reçoit du ravitaillement du continent. Francesca a pensé à lui faire une petite surprise qui ne tarde pas à rejoindre celle de tous les gens de passage. Des spaghettis. Giorgio et sa femme Luciana accueillent aussi les visiteurs à la journée. 1000 autorisations, pas une de plus, sont accordées chaque année. Et tous sont curieux d'entendre à quoi ressemble la vie sur une île déserte. La première chose qu'on nous demande, c'est s'il est vrai qu'il n'y a pas de réseau ici. Pour ça, on est trop loin des terres. La deuxième, c'est si on a quand même la télé. On nous demande aussi souvent comment on fait pour résister à la baignade avec des eaux pareilles. Et aussi si on ne se sent pas trop seul. Je cite toujours l'exemple d'une personne qui vit seule dans une grande ville. Elle se sent probablement plus seule que nous. Nous entretenons des liens très étroits avec beaucoup de gens. En ville, on croise des millions de personnes sans les connaître. Ici, on ne se sent jamais seul. Ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Giorgio emmène les 2 biologistes de l'autre côté de l'île, accessible uniquement par bateau. L'objectif est d'observer les chèvres sauvages de Monte Cristo. Pour leur protection, l'île est classée réserve biogénétique depuis plus de 30 ans.
C'est le meilleur moyen de préserver la faune et la flore dans leur état originel. Francesca vient compter les animaux une fois par an. Les chèvres sauvages de Monte Cristo n'existent nulle part ailleurs au monde. C'est une espèce endémique de l'île. Même si elles ressemblent fortement à nos chèvres domestiques, elles ont conservé un comportement sauvage. Une particularité qui rend leur observation fascinante pour les deux biologistes du parc national. Elles font par exemple un bruit qui ressemble à notre éternuement. Je n'avais absolument jamais vu ça. Cette chèvre s'est approchée pour voir ce que nous faisions, parce que nous sommes étrangères à son territoire. Elle a fait ce bruit pour donner l'alerte, ou bien pour manifester sa colère parce que nous sommes venus ici pour jeter un coup d'œil. C'est très rare de voir ce genre de choses. C'est un comportement vraiment particulier. On a eu beaucoup de chance. La Costa Verde, la côte verdoyante du nord de l'île d'Elbe. Tous les matins, je viens ici pour nager 1 heure avant d'aller travailler. C'est mon petit moment de détente avant une longue journée de travail. L'île d'Elbe est l'un des plus beaux endroits au monde. C'est une île unique. Elle a 300 plages, des montagnes et de magnifiques promenades, sans parler de cette mer qui est merveilleuse. On peut se baigner jusqu'en novembre et parfois on commence dès janvier ou février. Fiorella Mantovani dessine des sacs à main. Son nouveau modèle, elle l'a baptisé Mare, la mer. Le design est résolument simple. Elle puise toute son inspiration dans son île bien-aimée, et pour elle, un sac est bien plus qu'un accessoire ordinaire. On devine le caractère d'une femme à son sac à main. Il y a des femmes élégantes, sportives, dynamiques. Certaines préfèrent les petits sacs, d'autres les grands. C'est un objet très important. Toutes les femmes possèdent un sac à main. Portoferraio est la plus grande ville de l'île d'Elbe. À l'atelier de Fiorella,
Le spécialiste du cuir, c'est son mari, Ugo. Cette pièce vient de Toscane et a subi un tannage végétal. Pour Ugo, c'est la qualité du cuir qui fait le sac, bien plus que sa forme. Cette divergence d'appréciation entre les époux est une aubaine pour la qualité des modèles. Avant, Ugo était conducteur de poids lourds et ramenait toujours du cuir de ses tournées. Fiorella a cousu son premier sac il y a plus de 30 ans. Elle avait alors 18 ans et ne trouvait aucun modèle à son goût. Elle a donc décidé de s'installer elle-même à la machine à coudre. Ce sont des sacs très simples. Je prends une pièce de cuir, je couds les côtés ensemble et je retourne le tout. À deux, ça nous prend tout au plus 10 à 15 minutes. Aujourd'hui, Fiorella ne s'occupe plus que des prototypes. C'est sur le continent que ces sacs sont fabriqués. Tu te souviens de notre premier sac il y a 35 ans? Bien sûr que je m'en souviens. On était tellement jeunes. On est allé chercher le cuir chez d'autres artisans. Ils nous ont donné des chutes. Je m'en souviens très bien. Tiens, le voici notre premier sac. J'ai pris du carton et j'ai dessiné un modèle. Puis je l'ai posé sur la table et j'ai découpé le cuir. Et voilà le résultat. Il n'a rien de vraiment spécial, mais pour moi, c'est le plus beau sac du monde. Parce que c'est le premier, tout simplement. Cristina Cionni est chanteuse. Sur l'île, tout le monde l'appelle la fille Cionni. Son père était un célèbre ténor qui a voyagé aux 4 coins du monde. Cristina, elle, ne souhaite pas quitter son île. Elle aime Portoferraio, surtout la vieille ville et ses nombreux escaliers pavés. Quand j'étais petite, mon père me chantait une chanson dont le refrain faisait... Attendez, je ne me souviens plus très bien. Il était question d'un touriste qui vagabonde. Turista vagabondo che giri tutto il mondo, se vieni un giorno all'Elba non te ne andrai mai più. Et c'est vrai, beaucoup de gens qui viennent sur l'île en tombent amoureux. Le restaurant La Barca est l'un des plus vieux de Portoferraio. La spécialité de la maison, le poisson et les fruits de mer cuits au four à bois, puis simplement assaisonnés à l'huile d'olive et à l'ail. Le petit restaurant familial a ses habitués. Parmi eux, la famille Cionni. Cristina y a rejoint ses parents, Roberto et Loretta. Milan, Dresde, San Francisco. Roberto Cionni a chanté dans les plus grands opéras du monde. Son heure de gloire, il l'a connue en 1964 à New York, aux côtés de Maria Callas. C'était merveilleux, parce que quelques années plus tôt, j'avais écrit une lettre à Maria Callas en lui disant que si jamais j'avais la chance de pouvoir chanter avec elle un jour, je serais l'homme le plus heureux du monde. Bien des années plus tard, elle m'a dit « Alors, tu es heureux? Ton rêve s'est réalisé, tu chantes avec la Callas. » Incroyable. Elle s'était souvenue de ma lettre après toutes ces années.
Une patrouille de police fait sa ronde autour de l'une des dernières îles-prisons d'Europe, l'île de Gorgone. La mer coupe la prison du reste du monde plus sûrement que n'importe quel mur ou fil barbelé. Ici, on applique un régime de semi-liberté. Les détenus sont libres de leurs mouvements en journée. Ce sont tous de grands criminels. Si les mafiosi en sont tenus à l'écart, c'est que leur réseau de complices potentiels est trop vaste et le risque d'évasion trop grand. Luca Freis est gardien. Il n'est pas autorisé à nous parler pendant son service, ni à nous révéler les crimes commis par les détenus. On apprendra seulement qu'ils doivent déjà avoir purgé 10 ans de leur peine sur le continent et avoir encore au moins 10 ans devant eux pour être incarcérés ici. Il fait partie de l'équipe des 30 gardiens affectés à la surveillance des 80 détenus. De prime abord, on pourrait croire à un séjour à la ferme. Les détenus travaillent et réapprennent ainsi la vie en liberté. S'occuper des animaux doit les aider à retrouver plus tard leur place dans la société. Il y a aussi 2 petits. Oui, ils sont partis se cacher. Ils s'enfuient quand il y a des étrangers. Luca est originaire de Sardaigne, comme la plupart des gardiens. S'ils sont ici, c'est pour une bonne raison. Sur l'île de Gorgone, ils accumulent 4 fois plus de points de retraite qu'ils n'en obtiendraient dans les prisons du continent. Leur mal du pays, ils le soignent dans la fromagerie de la prison. Les gardiens ont initié les détenus à la fabrication du provolone et du pecorino, selon la méthode sarde. Deux détenus partent en mer. À l'horizon, pas un seul gardien. Et pourtant, ni l'un ni l'autre n'envisage l'évasion. Tous deux savent qu'un transfert sur l'île de Gorgone, c'est entrevoir la remise en liberté. Dès que j'ai aperçu l'île depuis le bateau de police, j'ai compris que ma peine arrivait à son terme. Ici, on ne se sent pas prisonnier. Évidemment, c'est comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Après tout, faut pas rêver. C'est l'île de Gorgone, pas l'île des utopies. Aujourd'hui, les filets sont remplis avec des poissons et des fruits de mer parmi les plus recherchés. Son temps libre, Luca le consacre au sport. Contrairement aux détenus, la vie d'insulaire lui pèse. Sur une île, on ne vit pas comme sur le continent, c'est différent. Ici, il n'y a rien d'autre à faire que travailler. On tourne en rond.
Et pendant ce temps, la vraie vie continue là-bas, sur le continent. Gorgone a aussi son village et sa plage. C'est ici que la famille Mazzerbo a l'habitude de venir passer ses vacances. Seuls les employés de la prison et leurs proches ont le droit de venir faire du tourisme sur l'île. Carlo Mazzerbo est l'ancien directeur du pénitencier de Gorgone. Il a changé d'affectation lorsque son fils aîné a commencé l'école. Aujourd'hui, il vit sur l'île d'Elbe avec sa famille, mais chaque année, il revient passer ses vacances ici. Gorgone fait partie de ma vie. C'est ici que j'ai occupé mon premier poste de directeur. J'étais très jeune à l'époque et j'ai travaillé ici pendant 15 ans. Et puis, je suis également très attaché à cette île car c'est ici que j'ai rencontré ma femme, que nous nous sommes mariés et que notre premier fils est né. Les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés ici, sur l'île de Gorgone. Aujourd'hui, Carlo et son épouse Claudia sont fiers de montrer à leurs enfants l'endroit de leur premier rendez-vous. La Torre Vecchia, qui date du XIIIe siècle. On s'est un peu connus comme des pirates. Mais dans notre cas, le pirate n'était pas un monsieur, c'était moi. Si je n'avais pas abordé sur cette île, je n'aurais jamais rencontré votre père. Je suis venue ici il y a 10 ans pour mes études. Je devais chercher des baleines et des dauphins. Et j'ai trouvé votre père qui m'attendait. C'était comme si on s'était fixé un rendez-vous magique. Le drapeau de l'île d'Elbe a été conçu par Napoléon. L'empereur avait choisi les abeilles pour symbole car il estimait qu'une ruche fonctionnait comme une monarchie parfaite. C'est son exil qui a fait connaître l'île dans le monde entier. Roberto Balini est fier que des abeilles ornent le drapeau de l'île. Quel animal pourrait mieux symboliser la cohésion indispensable entre insulaires ? Roberto a installé ses ruches à plus de 20 endroits différents. À l'aide d'un enfumoir, il crée une diversion pour éviter de se faire piquer pendant qu'il recueille le miel. Roberto est apiculteur depuis près de 40 ans. Il s'est découvert une passion pour les abeilles lors d'une balade en forêt. C'est bien simple. Ça m'a pris la première fois que j'ai vu un essaim accroché à un arbre. Voir ces milliers de petites bêtes vivre ensemble de cette façon, ça m'a fasciné. Je me suis documenté et j'ai appris que ce sont des insectes qui travaillent les uns pour les autres. Le fonctionnement de leur société peut nous paraître enviable, à nous les hommes. Une jeune reine est en train de voir le jour. C'est un grand moment pour Roberto.
Ape. C'est le nom de ce petit camion italien qui signifie « reine des abeilles », un véhicule prédestiné à l'apiculture. L'Ape n'est autre que la grande sœur de la Vespa, le célèbre scooter dont le nom signifie « guêpe » en italien. Dans les années 60, Roberto s'entraînait sur ces routes en lacets. Il était alors cycliste professionnel. Son heure de gloire, une étape remportée lors du Tour d'Italie. C'est à cette époque qu'il a commencé à manger du miel. Quand je mangeais du miel le matin, j'étais dans une forme olympique. Ça me permettait de tenir toute la journée. C'était spectaculaire. Il m'arrivait même d'oublier de déjeuner à midi. Consommé au petit déjeuner, le miel donne un coup de fouet qui dure toute la journée. Alessandro, le fils de Roberto, prépare les cadres en bois pour l'essoreuse à miel. Du miel de chardon d'une finesse exceptionnelle, une spécialité de l'île. Francesca, la biologiste, reprend le bateau pour se rendre sur l'île de Pianosa, voisine de Monte Cristo. À ses côtés, Luciana et Giorgio, le couple de gardiens. Tous deux souhaitent visiter ce site archéologique. Francesca, elle, a un rendez-vous avec un ornithologiste. Jadis, Pianosa était elle aussi une île-prison. Depuis 15 ans, elle est quasiment inhabitée. Contrairement à l'île de Gorgone, Pianosa hébergeait des prisonniers politiques et des chefs mafieux. Entre-temps, Francesca a retrouvé son contact sur l'île. Ensemble, ils partent étudier la progéniture du puffin cendré, une espèce qui a enregistré un fort déclin il y a quelques années. Depuis peu, quelques couples sont revenus nicher dans les brisants. Ici, j'avais trouvé des nids de puffins cendrés et dans l'un d'eux, il y avait même un poussin. C'était il y a un mois. Et voilà tout ce qui reste de ce poussin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est sans doute un mammifère parce que certaines de ses plumes ont été coupées. Le problème sur cette île, c'est que la prison a fermé. Et les détenus sont partis en laissant leurs chats derrière eux.
Ce détenu de l'île d'Elbe vient chaque jour à Pianosa pour cuisiner dans le seul restaurant de l'île. Une resocialisation qui ne manque pas de saveur. Claudia, l'épouse de l'ancien directeur de la prison de l'île de Gorgone, a également pris place à table. Elle est guide touristique et a rendez-vous avec Giorgio et Luciana. E questi invece erano i siti dove venivano messi i bambini. Sì, sì. In 3 livelli che rispecchiano lo stato sociale, quindi dal più alto al più basso. Certo. Claudia fait visiter aux 2 gardiens de Monte Cristo des catacombes vieilles de plus de 2000 ans. Ci sono tanti anche sepolcri. Questo è interessante. È veramente interessante quando l'ho visto la prima C'est volta. ici que les premiers habitants chrétiens de l'île enterraient leurs morts. Sempre l'uomo riesce a valorizzare i patrimoni che ha. J'imagine souvent les gens qui venaient ici, dans l'obscurité, dans le silence, à tâtons pour chercher leur chemin, et peut-être aussi pour retrouver un proche enterré quelque part ici. Ce qui me touche le plus dans cet endroit, c'est le silence. C'est pourquoi je vous invite à ne rien dire pendant un petit moment. Ce serait bien de rester un peu dans l'obscurité et de s'imprégner de ce qui s'est passé jadis sur l'île de Pianosa. À la Punta delle Ripalte, l'extrême sud de l'île d'Elbe, on fait les vendanges. Ce raisin produira un vin typique de l'île, l'Aleatico. Buongiorno. Buongiorno. Come stufa? Pier Mario Meletti Cavallari est vigneron dans l'âme. Notre Aleatico possède les caractéristiques de notre sol granitique. C'est un granit très ancien, qui s'effrite sous les coups de marteau et qui confère au vin son exceptionnelle minéralité. Nous sommes à cheval sur 2 gisements de fer, celui de Ginepro et celui de Calamita, qui contribuent également à rendre ce vin si particulier. C'est un vin qui plaît à tout le monde. Autrefois, quand il faisait très froid, on en donnait même à boire aux enfants avant qu'ils aillent à l'école. Une goutte d'Aleatico et en route. Ça les réchauffait et ça les fortifiait. D'abord du lait et ensuite de l'Aleatico. Le toit de la cave sert généralement de terrain de tennis, sauf en septembre. 10 jours durant, il est réservé aux raisins. C'est son séchage au soleil qui donne à l'Aleatico son goût si particulier. Les grains perdent ainsi une partie de leur jus, ce qui augmente leur teneur en sucre et confère au vin sa douceur. Plus le séchage est long, et plus l'Aleatico sera sucré. En plus de la Tenuta delle Ripalte, Pier Mario possède également un vignoble sur le continent. Il en a confié la gestion à d'autres il y a une dizaine d'années, et par amour pour l'Aleatico, il est venu s'installer sur l'île d'Elbe. Son vœu le plus cher, affranchir l'Aleatico de sa réputation de vin doux. Condizioni è l'annata più vecchia che abbiamo in commercio. Si mantiene ancora bene, una bella complessità soprattutto. E abbiamo una sola nota invece. Avec certains vins, on perçoit une seule note, mais là c'est un concert tout entier. Là, on perçoit de nombreuses notes différentes en bouche. Et avec le nez, on sent des effluves d'abricots, de prunes, de cerises et même de roses. Cette grande complexité existe grâce au soleil qui provoque des réactions enzymatiques et grâce à la minéralité du sol. Insieme alla mineralità. Il risultato è che
Le résultat, c'est que le goût sucré s'évanouit complètement en fin de bouche. Ce vin semble sucré au début, mais il finit sur une incroyable élégance avec une note presque salée. E direi anche un po' salato. Depuis plusieurs décennies, la mine de fer de Ginepro semble plongée dans un profond sommeil. Ce sont les Étrusques qui ont commencé à prospecter ici il y a plus de 2000 ans. L'île leur doit d'ailleurs son nom. Dans leur langage, le fer se disait Ilva, devenu au fil du temps Elba. Le soir venu, Cristina, la fille du ténor, chante au cœur même de son île, à plus de 50 mètres de profondeur. Terra di ferro e amore, d'inverno sei un incanto, d'estate fai sognare con il tuo verde mare e i tuoi tramonti d'oro, e i tuoi tramonti d'oro. L'actualité européenne et internationale.